Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médien TV, cap sur le Brésil pour cette séquence. Le 8 janvier, des partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont pris d'assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême du pays pour exiger un coup d'État pour le réintégrer au pouvoir. Ceux qu'on appelle désormais les bolsonaristes ont saccagé le bâtiment de la Cour suprême et sur le toit du bâtiment du Congrès, ils ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Intervention ». Ils ont également parcouru le palais présidentiel en scandant des slogans, bien sûr pro-Bolsonaro, et ils se sont également attaqués à un policier physiquement. Apparemment soutenue par les forces de sécurité, l'attaque bolsonariste à Brasilia a été, selon nombre d'observateurs, bien plus dangereuse que, rappelez-vous, l'insurrection pro-Trump à Washington, au Capitole, en janvier 2021. Décryptage de cette situation au Brésil en compagnie de l'expert en sécurité et stratégie, Hassan Saoud. Bonjour, colonel Saoud. Merci de vous joindre à nous et de répondre à nos questions. Bonjour, madame. Merci pour cette invitation. Retour sur cette journée. Bon, retour au calme déjà au Brésil après cette journée du 8 janvier. Il semblerait que la situation est sous contrôle, qu'ils ont tout dégagé, qu'ils sont en train de voir comment on va réparer. Et puis, il y a évidemment les enquêtes. Bien sûr, les enquêtes sont en cours. Le 8 janvier, c'est une journée quand même inédite. Et on va dire c'est le triptyque du pouvoir qui a été attaqué par les pro-Bolsonaro. Bolsonaro qui, rappelons-le, a perdu très peu face à Lula dans les dernières élections présidentielles au Brésil. On peut dire que la moitié de la population, elle, voulait une réélection de Bolsonaro, mais ce ne fut pas le cas. Donc il a quand même une base de suiveurs qui est importante. Pourquoi s'attaquer aux trois en même temps? La Cour suprême, le palais présidentiel et le Congrès. Ils ont attaqué ce qu'on appelle les trois pouvoirs. C'est cela. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, le message qui a été lancé, on va prendre les trois pouvoirs. C'est inhérent, évidemment, à la configuration des institutions qui sont placées l'une à côté de l'autre. Donc, ça facilite mais c'est une fragilisation d'une démocratie jeune, comme vous le savez, après les coups d'État, après toute la dictature militaire de 64 à 85, on a eu une jeune république qui est jeune. Et là, les bolsonaristes se sont attaqués au symbole de l'État et au symbole de la démocratie. C'est quand même inédit. Démocratie, c'est le Congrès, l'État, c'est la Cour suprême. La Cour suprême et le palais de la Planeta, le palais présidentiel. Donc, c'est un peu plus grave. Donc, ce sont tous les symboles du régalien et de la démocratie qui ont été attaqués de manière violente, de manière concertée et de manière, il faut le dire, préméditée, organisée et même financée. Alors, avant de venir dans le détail de la préparation de cet assaut, on peut l'appeler ainsi, colonel Saoud, c'est un assaut. C'est un assaut, mais c'est un coup d'État. Presque. Oui, donc, quand on dit coup d'État, généralement, l'armée est impliquée. Non, pas forcément. C'est un coup d'État contre les institutions, ce n'est pas forcément lié aux militaires. En tout cas, on l'a appelé ainsi au Brésil. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une jeune république, et le Brésil est les moins jeunes, cette république américaine. Oui. Les États-Unis d'Amérique ont également connu leur épisode inédit d'assaut sur les symboles, ou le symbole de la démocratie, à savoir le Capitole. Donc, c'est un peu le Congrès aussi au Brésil. Alors, quelles sont les similarités entre ces deux événements inédits, celui de janvier 2021 à Washington et celui du 8 janvier 2023 à Brasilia? C'est presque un remake on a appelé ça le Capitole brésilien, oui. Mais c'est pareil, sauf que peut-être cet assaut du 8 a commencé le 30 octobre par les campements qui ont été organisés par les bolsonaristes devant tous les états-majors et dans tout le pays. Donc il y a eu des campements qui sont organisés avec toute la logistique et tout ça. Et puis, il y a eu également, comme ça a été fait pour l'assaut du Capitole,
toute une préparation, si vous voulez, numérique par les réseaux sociaux ou, par exemple, à partir du 3 décembre, on a commencé à faire des invitations par les réseaux sociaux et par les WhatsApp, le Telegram, etc., pour se donner rendez-vous. Donc, c'est pour vous dire que les services de sécurité responsables avaient le temps d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que ce carnage, parce que c'en est un, ne se produise avec des dégâts immenses. Vous savez, principalement matériel, il n'y a pas eu de dégâts humains qui ont été annoncés. Quelques blessés, une cinquantaine de blessés, donc une dizaine de graves, mais c'est tout. En tout cas, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a des dégâts matériels très importants, notamment des œuvres d'art très importantes, des portraits importants, des sculptures, etc., qui sont quand même des symboles d'une république. Alors, colonel Saoud, justement, les similarités avec l'assaut sur le Capitole, oui. Est-ce qu'on les voit clairement? Bon, peut-être dans le modus operandi, dans le sens où cela a été clairement organisé sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un point en commun. Est-ce qu'il y a d'autres points en commun, à part l'appartenance politique des leaders qu'on défend, à savoir Trump et Bolsonaro? Dites-vous, madame, que les leaders ont une similarité idéologique. C'est l'extrême droite et c'est l'appui évangéliste. Ça, c'est commun aux deux. Sauf qu'ils ont d'autres similarités, c'est qu'on a contesté des élections sous forme de fraude, et puis on a aussi comme similarité la contestation du vote électronique. Ça, Et puis, il y a ce rapprochement des leaders. Vous savez que Bolsonaro a une fascination extrême à l'endroit de l'ancien président des États-Unis. Et puis, il y a évidemment le jour J, le même mode operandi, si vous voulez, sauf que la distance est différente. En ce qui concerne, par exemple, le Brésil, c'est 8 km de parcouru à pied et encadré par la police. Nous y reviendrons, si vous voulez, parce que la police a fait montre d'une passivité complice ou d'une complicité passive, vous choisirez. Mais ça, c'est différent. Alors que les Américains, la police américaine a essayé de défendre un symbole de la démocratie, mais évidemment, le nombre important n'a pas permis de faire face à ça. Mais il y a beaucoup de similarités. Et en amont, évidemment, vous savez, les sondages ont donné Bolsonaro très perdant. Et il a préparé tout ça en fonction des États-Unis. Il avait dit que ce qui s'est passé aux États-Unis ne m'a pas choqué parce qu'il y a une fraude. Et que ça risque de se produire chez nous. C'était une déclaration. Donc il avait déjà intégré la perte de l'élection en fonction des sondages. Donc ce n'est pas vraiment spontané et ça date bien avant ce 8 janvier, comme vous le disiez, c'était en octobre dernier. Absolument. Depuis le mois d'octobre, vous savez, pourquoi il y a eu ce campement, j'ai oublié de vous le dire, devant les états-majors. Parce qu'en tant qu'ancien militaire, Bolsonaro, c'était un capitaine de piètre qualité. Il est connu qu'il n'a pas eu des états de service, mais il a intégré les militaires, les officiers dans des postes importants. Et symboliquement, quand il avait mis des campements devant les états-majors, c'est un appel à l'armée pour faire un coup d'État et renverser Lula. Donc voilà, ça n'a pas abouti, même si on reproche à l'armée une ambiguïté dans l'attitude. Justement, parce que quand on voit qu'il y a autant de campements autour des casernes militaires, et que bien sûr, j'imagine qu'on suit un peu ce qui se dit ici et là sur les réseaux sociaux, comment cela se fait-il qu'on n'a pas vu cela venir du côté des autorités? Enfin, quand je dis autorités, bien sûr, militaires et policières brésiliennes. Et on parle aussi, j'ai lu un peu certains articles de presse qui parlent un peu d'un mouvement d'extrême droite qui est plus ou moins installé dans l'armée aujourd'hui. Absolument. C'est une réalité.
Et en ce qui concerne évidemment l'armée, la sécurité, tout le monde savait, mais tout le monde a fait, comment dirais-je, l'effort de ne rien voir. Et ça, c'est une réalité, parce qu'ils avaient rappelé le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, pour démanteler les campements. Il avait émis une fin de non-recevoir, disant que ça fait partie de la liberté d'expression, de contestation et tout ça. Sauf qu'il était bolsonariste aussi. Donc voilà un peu le schéma. Mais c'est pour tout le monde une triste journée qui, heureusement, a été dénoncée à l'international. Je n'ai pas vu de commentaires favorables à ce coup de force. Même la Russie l'a dénoncé. Donc, c'est vous dire qu'il y a une unanimité dans la dénonciation de cet acte antidémocratique et un peu vandaliste aussi, et très préoccupant pour l'avenir de ce pays. Est-ce que l'État brésilien peut compter sur ses forces de sécurité face aux attaques similaires? Il peut y avoir d'autres attaques, colonel Saoud? Vous savez, les élections ont installé une société durablement clivée. Vous savez, 50,9%. Oui, moins d'1%. 49,1%. Donc, vous avez un clivage durable à l'image des États-Unis. Oui. C'est presque les mêmes. Ça fait aussi des ressemblances que vous avez évoquées. Mais je pense que l'armée et les mesures prises maintenant ont permis quand même à l'armée de revenir à la raison et de démanteler les campements. Ça, c'est fait dans tout le territoire du Brésil. Et évidemment, il y a des mesures prises, comme vous le savez, concernant le gouverneur du district fédéral de Brasilia, qui est un bolsonariste invétéré. Et vous avez évidemment aussi... L'ex-ministre de la Justice. L'ex-ministre de la Justice. Vous avez le chef de la police militaire de Brasilia. Et vous avez le secrétaire, ce qu'on appelle le secrétaire justement de cette... qui font l'objet de mandats d'arrêt. Oui, mais quand bien même, si on a vraiment cette idéologie d'extrême droite qui prend vraiment racine dans l'appareil sécuritaire du pays, il y a un réel danger pour l'avenir de la démocratie brésilienne. Vous avez raison, c'est très fragile. Et il n'est pas exclu qu'il y ait encore des mouvements, parce qu'il y a des gens qui vous savez, vu des déclarations qu'on refera. On refera. Il faut chasser les communistes, il faut chasser les gauchistes, il faut tout ça. Mais bon, ce n'est pas à l'abri. Il appartient évidemment au président élu de faire et il a aussi, il faut savoir qu'il a démis les chefs de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de l'armée et de la marine. Donc il y a des remplacements qui seront faits, mais ça reste, comme vous le dites, aléatoire. On ne sait pas ce que l'armée pense, même si elle est calme pour le moment. En tout cas, je pense que les enquêtes qui vont être menées permettront de définir les responsables, les commanditaires, les financeurs, etc. Vous avez parlé de financement tout à l'heure. Ah oui, mais c'est financé. Toute cette machine a été organisée par des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont affidés au Parti libéral de Bolsonaro. Et donc, pour le transport, pour la logistique, pour la nourriture des gens, ça a été financé. Mais quel responsable... Enfin, est-ce qu'il est indirectement impliqué, le président sortant, selon vous? Vous savez... la réponse est claire, mais... vous savez, quand on voyage à la veille de la cérémonie d'investiture de celui qui va prendre votre place,
c'est quand même, c'est suspect. Et je pense que ça a été organisé au moment où il était là, avant de voyager avec son fils, évidemment, dont on sait quel est son comportement. Il est actuellement hospitalisé aux États-Unis. Non, il vient de quitter l'hôpital. Très bien. Et il prévoit de revenir parce que aussi bien... C'est pas une coïncidence, selon vous? Enfin... Non, pas du tout. Aller à la veille de l'investiture et en Floride... Bon, aller à la veille de l'investiture, ça se comprend parce qu'il n'accepte pas, il ne reconnaît pas sa défaite, Bolsonaro. Pourquoi il ne va pas dans un autre État? Pourquoi il va en Floride? C'est l'État, oui. C'est l'État trumpiste par excellence. Et le gouverneur de l'État maintenant, c'est Ron DeSantis. Oui. Le futur peut-être candidat à la présidentielle, c'est pas rien. Et donc il y a des voix au Congrès, aussi bien brésiliens qu'américains, qui demandent à ce qu'il soit renvoyé chez lui. Et donc je pense qu'il ne tardera pas à revenir parce qu'il y aura un procès. Je signale qu'il y a en préparation maintenant, ils sont en train d'éditer quelque chose comme 50 mandats d'arrêt. Donc l'enquête avance. Il y a eu des centaines déjà d'arrestations, mais ça c'est au niveau des émeutiers. Oui. Mais pour le moment, on n'a pas de réel responsable qui a été pointé du doigt. Tout à fait. Ils avaient arrêté quelque chose comme 1200. Il en reste maintenant quelque chose comme 600. Et les autres ont été libérés pour des raisons d'âge ou des raisons humanitaires ou de santé. Mais ceux qui étaient en état d'être interpellés l'ont été. Voilà, donc, on risque de voir des têtes tomber Sûrement. Oui. Parce que les enquêtes maintenant, il y a des enquêtes évidemment physiques, comme on dit, mais il y a aussi des enquêtes numériques sur les réseaux. Il y a déjà des enquêtes sur tout ce qui est caméras de surveillance, tout ce qui est le numérique, pour essayer de remonter toute la filière et démontrer toutes les responsabilités, notamment les commanditaires, les organisateurs et évidemment tous les planificateurs de cet acte quand même répréhensible. On voit aujourd'hui, si on prend l'Amérique latine, toute cette région, il y a une vague rose qui a envahi un peu cette partie du monde, cette partie du globe. Et dans certains cas, dans plusieurs cas, elle a démontré plus d'échecs que de réussites. Lula, est-ce qu'il va suivre un peu, enfin pas l'exemple, mais en tout cas cette tendance-là d'échec du retour du socialisme en Amérique latine? Et risque d'essuyer, malgré son élection à la tête du pays, je parle bien sûr d'une réélection, est-ce qu'il réussirait à échapper à cet échec-là qui a frappé plusieurs pays, pour ne citer que le Mexique, ou encore la Colombie, en tout cas, le Pérou, etc. Et le Pérou, bien évidemment, avec la destitution de son président. Donc on est en train de vivre un peu les mêmes épisodes, mais avec des contextes différents. Tout à fait. Mais à la différence que Lula est fragilisé, parce que aussi bien à la Chambre des représentants, où les bolsonaristes sont très présents, que dans le Sénat, où ils ont gagné beaucoup de sièges. Donc il n'a pas cette marge de manœuvre politique qu'il aurait eu s'il avait été bien élu et si les institutions démocratiques du Brésil lui avaient donné une marge d'action. Je pense qu'il n'est pas libre. D'ailleurs, dans son gouvernement, le gouvernement est assez amalgamé. Donc, ça prouve qu'il n'a pas les coups des franges pour faire la politique qu'il voudrait. Ça n'engage que votre interlocuteur. Non, bien évidemment, et vous êtes expert justement en stratégie, mais quand on voit autant de soutien populaire, et qui est aussi semblable à... Alors quoi, si on ne destitue pas le président démocratiquement élu, que peut-on faire? Est-ce qu'on ne risque pas, par exemple, de paralyser le pays? Mais certainement, si les institutions qui sont quand même importantes, la Chambre des représentants et le Sénat, n'arrivent pas
à s'harmoniser et tout ça, je pense qu'il y aura un problème. Il y aura évidemment un blocage, il y aura une paralysie. Et le président nouvellement élu, même s'il est à son 3e mandat, risque de ne pas pouvoir faire la politique qu'il souhaiterait, qui se dit un peu plus sociale, sans aller dans les excès des autres pays. Je pense qu'il saura, parce que c'est quand même un vieux routier de la politique, il saura faire les choix judicieux qui essaieraient de contenter tout le monde, parce que c'est quand même presque la moitié de la population qui est à droite toute. Oui. Et qui est très connectée. Très connectée. Il y a beaucoup de désinformation. Oui, dont des radicalisés sont très nombreux. Et ce que vous avez vu à l'assaut des institutions des 3 pouvoirs sont très radicalisés et déterminés à continuer. Donc, il y a un risque, comme vous le dites. Et moi, je vois un autre risque, si vous le permettez. Bien sûr. Compte tenu de la situation de cette extrême droitisation en Europe, j'ose le dire, je pense que s'il y a une émulation en Europe compte tenu de cette extrême droite qui évolue en Europe, je pense que ça sera très grave. Et là, il faut prendre des mesures dès à présent parce que c'est contagieux. C'est contagieux. L'Europe n'est pas à l'abri. Déjà, on voit plusieurs pays aujourd'hui qui virent droite, voire extrême droite. Bon, ça commence un peu, on n'a pas d'exemple. Bon, on a déjà l'Italie, la Suède. Oui. Vous avez beaucoup de pays qui sont la France, la Pologne, l'extrême droite, la Pologne, la Hongrie, etc. Et qui sont au pouvoir aujourd'hui. Absolument. Et beaucoup d'Européens sont en train de tirer la sonnette d'alarme pour essayer de contenir tout ça, parce que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Et l'extrême droite est de plus en plus violente. C'est ça le danger. Et jusqu'au boutiste. Donc, c'est à surveiller parce que c'est quand même dangereux. Et malgré la vague, là, parce que vous avez parlé tout à l'heure justement de réaction à l'international, bien sûr, il y a eu unanimité sur la condamnation de telles émeutes. Mais in fine, que peut faire la communauté internationale, colonel Saoud? Parce que là, grande question. C'est déjà, madame, vous avez raison, c'est déjà un soutien à la démocratie. Au niveau symbolique, c'est important. Et tous les membres permanents du Conseil de sécurité, évidemment, se sont exprimés pour dire qu'il faut protéger la démocratie, qu'il faut que les institutions démocratiques et que l'issue des élections soient respectées. Je pense que c'est quand même bon signe qu'il n'y a pas de réserve concernant la condamnation de cet acte qui est quand même illégal et antidémocratique. Surtout, exactement, nous suivrons certainement l'évolution de la situation au Brésil, soit-elle sécuritaire ou politique. Encore une fois, je vous réitère mes remerciements, colonel Hassan Saoud, expert en stratégie et sécurité. Je le rappelle, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de cette séquence. Invité de la rédaction, très bonne suite des programmes sur notre antenne.